Pourquoi certaines maisons restent-elles fraîches, même lorsqu'il fait plus de 40 degrés dehors, sans climatiseur, sans ventilateur, sans une seule seconde d'électricité? La réponse pourrait vous surprendre. Des chercheurs du MIT viennent de mettre au point un système capable de faire chuter la température ambiante de plusieurs degrés, sans stocker la moindre énergie. Pas de batterie, pas de compresseur, pas de facture d'électricité qui grimpe. Comment est-ce seulement possible? C'est ce que nous allons comprendre ensemble, étape par étape. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer cette technologie développée au Massachusetts Institute of Technology. Nous verrons de quoi elle est faite, comment elle fonctionne réellement, et surtout, quelles leçons vous pouvez en tirer pour rafraîchir votre propre logement, même sans copier exactement ce prototype de laboratoire. Vous allez découvrir 3 principes physiques qui, combinés, changent complètement la manière dont une maison peut se refroidir. Ces principes ne sont pas nouveaux séparément, mais leur association, elle, ouvre une nouvelle voie. Restez jusqu'à la fin. La dernière partie contient des conseils concrets, applicables chez vous, avec des matériaux simples. Avant de parler de la solution, il faut comprendre le problème. La climatisation classique consomme énormément d'électricité. Elle représente aujourd'hui une part significative et croissante de la consommation mondiale d'énergie, en particulier dans les régions chaudes. Plus il fait chaud, plus on climatise. Plus on climatise, plus on consomme. Et cette consommation, dans de nombreux pays, provient encore largement de sources qui rejettent du carbone dans l'atmosphère. C'est un cercle qui s'auto-alimente. C'est précisément ce cercle que les chercheurs veulent briser en proposant un refroidissement qui ne dépend d'aucun réseau électrique. Le premier pilier de cette technologie s'appelle le refroidissement radiatif. Tout objet chaud émet naturellement de la chaleur sous forme de rayonnement infrarouge. C'est un phénomène physique constant, jour et nuit. Le ciel, lui, agit comme un puits froid, surtout la nuit et par temps sec. Une surface bien conçue peut émettre sa chaleur directement vers ce ciel, à travers ce qu'on appelle la fenêtre atmosphérique, une bande de longueur d'onde, où l'atmosphère laisse passer le rayonnement infrarouge sans le retenir. Résultat, la surface se refroidit, parfois en dessous de la température de l'air ambiant. L'avantage principal, c'est qu'aucune énergie externe n'était nécessaire. L'inconvénient, c'est que l'efficacité dépend fortement de l'humidité de l'air et de la couverture nuageuse. Par temps humide ou nuageux, l'effet diminue nettement. Le deuxième pilier est plus familier. Quand l'eau s'évapore, elle absorbe de la chaleur. C'est le même principe que la transpiration sur la peau humaine. Une surface humide, exposée à l'air, perd de la chaleur à mesure que l'eau se transforme en vapeur. C'est un mécanisme extrêmement efficace dans les climats chauds et secs. L'inconvénient majeur, c'est la consommation d'eau et une efficacité qui chute drastiquement dans les climats humides, où l'air est déjà saturé de vapeur et ne peut plus en absorber davantage. Individuellement, ces 2 méthodes ont chacune une faiblesse. Le refroidissement radiatif fonctionne mal par temps humide. Le refroidissement par évaporation fonctionne mal quand l'air est déjà chargé d'humidité. C'est justement là que se trouve l'innovation du MIT. En superposant les 2 mécanismes dans un seul dispositif, avec une couche d'isolation thermique entre eux, les chercheurs ont créé une synergie. La couche isolante empêche la chaleur extérieure de remonter vers la partie évaporative, pendant que la surface radiative continue d'émettre vers le ciel. Chaque composant compense la faiblesse de l'autre selon les conditions. C'est ce que les scientifiques appellent un effet synergique. La somme des 2 techniques combinées dépasse ce que chacune apporterait séparément. Un prototype de petite taille, testé sur le toit d'un bâtiment universitaire, a permis d'obtenir une baisse de température d'environ 9 degrés par rapport à l'air ambiant. Ce chiffre provient d'un essai en conditions réelles, mais sur un dispositif de dimension réduite, de l'ordre de quelques centimètres de diamètre. Il s'agit donc d'une preuve de concept prometteuse, pas encore d'un produit commercial prêt à être installé sur toutes les toitures. Il est important de garder cette nuance en tête. Un résultat de laboratoire encourageant ne garantit pas automatiquement une performance identique à grande échelle, dans toutes les régions du monde. La plupart des systèmes de refroidissement, même ceux qualifiés de renouvelables, ont besoin d'un minimum d'électricité pour faire circuler un fluide, actionner un ventilateur ou piloter un capteur. Ce système, lui, fonctionne uniquement grâce à des phénomènes physiques passifs, le rayonnement thermique et l'évaporation. Aucune batterie n'est nécessaire pour le faire fonctionner. C'est un avantage considérable pour les régions qui n'ont pas d'accès fiable au réseau électrique. Cela réduit aussi les coûts de maintenance, puisqu'il n'y a pas de pièces mobiles ni de composants électroniques à réparer. La limite, c'est que la performance reste dépendante des conditions climatiques du moment. Température de l'air, humidité, présence de vent, couverture nuageuse. Ce qui est fascinant, c'est que ces principes ne sont pas totalement inédits. Des architectures traditionnelles, notamment au Moyen-Orient et en Asie du Sud, utilisèrent déjà des tours à vent et des bassins d'eau pour combiner ventilation naturelle et évaporation.
Les toits en terrasse blanchie à la chaux exploitaient également, sans le savoir scientifiquement, une forme de refroidissement radiatif. Une surface claire réfléchit le rayonnement solaire et émet efficacement sa propre chaleur la nuit. La technologie moderne du MIT reprend ces intuitions ancestrales, mais les optimise avec des matériaux conçus spécifiquement pour maximiser l'émission infrarouge et minimiser l'absorption solaire. Aucune technologie de refroidissement passif n'est une solution miracle valable partout et tout le temps. Ce système dépend du climat local. Dans une région très humide et nuageuse en permanence, l'effet radiatif sera réduit, et l'effet évaporatif aussi, si l'humidité relative est déjà élevée. Le dispositif nécessite également un accès direct au ciel nocturne, ce qui limite son installation dans des environnements urbains très denses, entourés de hauts bâtiments qui bloquent une partie du ciel visible. Enfin, à ce stade, il s'agit d'une technologie testée à petite échelle. Passer d'un prototype de laboratoire à une installation résidentielle complète demande encore des étapes d'ingénierie, de fabrication et de validation à long terme. Vous ne pourrez probablement pas acheter ce dispositif exact demain matin dans un magasin de bricolage. Mais les principes physiques qu'il exploite, eux, sont accessibles dès aujourd'hui, sous une forme plus simple. Vous pouvez reproduire une partie de l'effet radiatif en choisissant des matériaux de toiture clairs et réfléchissants. Vous pouvez exploiter l'évaporation avec un point d'eau ombragé près d'une fenêtre exposée au vent. Vous pouvez limiter la remontée de chaleur avec une isolation thermique adaptée sous la toiture. Ce ne sont pas des copies exactes du prototype du MIT, mais des applications pratiques des mêmes lois de la physique. Un point se mérite d'être souligné. Sans une bonne isolation, aucune technique de refroidissement passif ne donne de résultats satisfaisants. Si la chaleur extérieure traverse librement vos murs et votre toiture, toute tentative de rafraîchissement sera annulée presque instantanément. L'isolation agit comme un bouclier qui ralentit les échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur. Les matériaux isolants courants, comme la laine minérale, la ouate de cellulose ou les panneaux de liège, ralentissent la conduction de la chaleur. Leur efficacité dépend de leur épaisseur, de leur pose correcte, et de l'absence de pont thermique, ces zones où la chaleur trouve un chemin de passage plus facile, comme autour des fenêtres mal calfeutrées. La ventilation naturelle complète parfaitement ces principes. Ouvrir les fenêtres au bon moment, généralement tôt le matin et tard le soir quand l'air extérieur est plus frais, permet d'évacuer la chaleur accumulée dans la journée. Créer un courant d'air traversant, en ouvrant des ouvertures sur des façades opposées, accélère le renouvellement de l'air intérieur. Ce principe fonctionne particulièrement bien dans les climats à forte amplitude thermique entre le jour et la nuit. Il est en revanche moins efficace dans les régions où la chaleur nocturne reste élevée, car l'air entrant n'apporte alors aucun rafraîchissement réel. Certaines habitudes courantes empirent involontairement la situation. Laisser les volets ouverts, en pleine journée, sur une façade ensoleillée, laisse entrer un rayonnement solaire direct considérable. Utiliser des couleurs sombres sur une toiture augmente l'absorption de chaleur au lieu de la réfléchir. Négliger l'isolation des combles laisse la chaleur s'accumuler sous le toit, puis redescendre dans les pièces de vie. Identifier ces erreurs simples permet souvent d'obtenir une amélioration sensible, avant même d'investir dans une technologie nouvelle. Voici maintenant des actions concrètes que vous pouvez envisager chez vous, en gardant à l'esprit que leur efficacité varie selon votre climat et le type de votre logement. Premièrement, privilégiez des surfaces de toiture claires ou réfléchissantes si vous devez refaire une couverture. Une teinte claire réfléchit davantage le rayonnement solaire direct. Cette solution est particulièrement pertinente dans les climats chauds et ensoleillés. Elle apporte moins de bénéfices dans les régions où le soleil direct est rare. Deuxièmement, vérifiez l'isolation de vos combles avant toute autre intervention. C'est souvent l'endroit où la chaleur s'accumule le plus. Une isolation renforcée limite la transmission de cette chaleur vers les étages inférieurs. Cette recommandation s'applique à la quasi-totalité des climats tempérés et chauds. Troisièmement, exploitez la ventilation nocturne si l'amplitude thermique entre le jour et la nuit est suffisante dans votre région. Ouvrez les fenêtres opposées la nuit pour créer un courant d'air, puis refermez-les et fermez les volets dès le matin pour conserver la fraîcheur accumulée. Cette technique perd son efficacité dans les climats où les nuits restent chaudes et humides. Quatrièmement, envisagez un point d'évaporation naturel, comme un point d'eau ombragé ou de la végétation près des ouvertures exposées au vent dominant. L'air qui traverse une zone humide et ombragée se rafraîchit légèrement avant d'entrer dans la maison. Cette méthode est plus efficace dans les climats chauds et secs, et beaucoup moins dans les climats déjà humides. Cinquièmement, limitez les apports de chaleur internes inutiles pendant les heures chaudes. Appareils électroniques, éclairage énergivore, cuisson prolongée. Ces sources ajoutent de la chaleur à l'intérieur sans que l'on y pense toujours. Sixièmement, si votre logement le permet, installez des protections solaires extérieures comme des auvents,
des brises-soleil ou une végétation caduque du côté ensoleillé. Une protection placée à l'extérieur de la fenêtre est nettement plus efficace qu'un rideau intérieur, car elle bloque la chaleur avant qu'elle n'entre dans la pièce. Gardez toujours à l'esprit que ces techniques doivent être combinées et non appliquées isolément pour obtenir un résultat sensible. Une seule mesure prise seule donne rarement un effet marquant. Résumons ce que nous avons découvert aujourd'hui. Des chercheurs du MIT ont combiné 3 principes physiques: le refroidissement radiatif, le refroidissement par évaporation et l'isolation thermique, dans un seul dispositif capable de faire baisser la température ambiante sans consommer ni stocker la moindre électricité. Les premiers résultats, obtenus sur un prototype testé en conditions réelles, montrent une baisse mesurable de plusieurs degrés. Cette technologie reste toutefois à un stade précoce de développement et son efficacité dépendra toujours du climat, de l'humidité et de l'exposition au ciel nocturne. Mais l'enseignement le plus important dépasse ce seul prototype. Ce sont les mêmes lois physiques, radiation, évaporation, isolation, ventilation, que vous pouvez déjà exploiter chez vous, avec des matériaux courants et quelques ajustements simples dans vos habitudes. N'hésitez pas à expérimenter ces idées chez vous, une à la fois, en observant ce qui fonctionne réellement dans votre climat et avec la configuration de votre logement. Les résultats varient d'une maison à l'autre, et c'est en observant votre propre habitat que vous trouverez la combinaison la plus adaptée. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.